Donc, moi aussi, je vous remercie de votre invitation. Alors, je suis architecte urbaniste, comme ça a été dit tout à fait au départ. Et donc, je suis, comme vous venez de le dire, une actrice de la participation. Et je reconnais beaucoup de choses de ce que vous avez. Enfin, la description que vous venez de faire me semble assez juste dans le développement, l'histoire, etc. Et pourtant, alors, je vais croire que c'est pas parce que j'en vis que je vais le défendre. Parce que, à vrai dire, je suis urbaniste, donc j'en fais, mais je ne suis pas vraiment payée pour ça. C'est-à-dire, je suis une actrice de la participation. Je suis assez rarement choisie parce que je fais de la participation. J'en fais nécessairement, et d'ailleurs, je trouve ça plutôt pas mal que les projets qu'on soit sorti de la période des ZAC, où l'État décidait dans un territoire du projet, l'implanter, faisait un plan masse et passait muscade, ni les élus ni les citoyens, personne n'avait son mot à dire. Donc je pense que c'est plutôt un progrès. Mais c'est pas vraiment de ce point de vue que je vais en parler, même si ma réflexion elle est aussi alimentée par mon expérience. En fait, pour moi, la question est de savoir si les expériences de démocratie de proximité dans les territoires sont susceptibles, pour nous qui sommes réunis ce soir, je vais prendre l'hypothèse que nous sommes des gens intéressés par la politique, la chose publique, le renouveau de la gauche et tout ça, est-ce que c'est susceptible de nous aider à y penser, à trouver des voies ? Alors donc, on va se dire que la crise démocratique n'est plus à établir, qu'elle se manifeste de façon constante et aggravée depuis maintenant une trentaine d'années, que même si je pense que les indicateurs, comme par exemple la baisse de participation aux élections, doivent être relativisés, puisqu'en fait, il n'y a finalement pas tant que ça de gens qui sont non inscrits et ou abstentionnistes à toutes les élections. Donc en fait, c'est 20% de la population et 80% de la population continuent, même de manière épisodique, de participer à la vie politique et démocratique, et que même ceux qui s'abstiennent, pour une part, d'ailleurs, ça devient, abstention au vote blanc, ça devient des actes politiques. Donc, ceci étant, je pense qu'il y a cette crise démocratique qui est posée depuis longtemps, et j'ajouterais à celle-ci quelque chose qui me frappe ces derniers temps de façon forte, c'est cette fragilité évidente que l'on perçoit des systèmes démocratiques, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'illibéralisme, qui gagne avec des pouvoirs forts et qui mettent en cause la démocratie. Ils peuvent être élus et en même temps mettre en cause, fragiliser la démocratie. Donc vous connaissez sans doute ce terme qui commence à rentrer dans le débat public. On le dit pour les autres. Je pense qu'on peut commencer à se poser la question pour chez nous, c'est-à-dire le fait d'être élu et puis de limiter le pouvoir de tous les contre-pouvoirs des assemblées, de la presse, des corps intermédiaires, etc. Donc je pense qu'il y a une question aujourd'hui de crise des citoyens à l'égard de la démocratie, de fragilité de la démocratie, qui est préoccupante. Et face à cela, je pense qu'il y a aussi la démocratie comme sujet devient une question pour des mobilisations. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux groupes, notamment des activistes dans les plus jeunes générations, qui font de cet enjeu démocratique la base de leur engagement, c'est-à-dire du renouveau de la démocratie. Alors, pourquoi je pense que cette question de la démocratie locale, participative, dans les territoires, peut nous aider à penser tout ça. D'abord, je pense qu'il faut prendre la mesure de l'insatisfaction et de la colère, à l'égard de la politique et de sa capacité à énoncer des alternatives. Je pense que c'est quand même d'abord ça le fondement de l'affaire, et que cette défiance vis-à-vis de la politique intervient notamment au moment de la crise du mouvement ouvrier et de la nécessité de recomposer et de repenser une espérance. Et que c'est bien le socle de cette crise démocratique
et c'est pas donc par hasard qu'elle se manifeste avec une telle acuité depuis une trentaine d'années. Qu'elle intervient deuxièmement au moment d'une crise des États-nations, dans leur capacité à agir sur des enjeux qui nous occupent et qui prennent des dimensions supranationales. La politique économique et monétaire, les questions de pollution, de migration, de fraude fiscale et de blanchiment, de terrorisme, d'internet, etc., etc. Enfin, la liste est longue des enjeux qui deviennent des enjeux premiers, quotidiens et structurants, et qui ne sont plus seulement des enjeux nationaux, et que donc cette politique qui s'est articulée, la politique moderne qui s'est articulée à l'État-nation, se trouve bien fragilisée quand les États sont eux-mêmes incertains dans leur capacité d'action. Enfin, troisième point, je pense que cette crise démocratique se manifeste au moment d'un nouveau pas franchi dans l'affirmation des individus, c'est-à-dire dans un processus d'individuation qui continue de s'approfondir avec des gens qui cherchent à s'informer, se contre-informer et ont pour cela beaucoup de moyens de le faire, à prendre la parole, à s'exprimer et à ne pas être les jouets d'un parti, d'une organisation, etc. Donc je pense que ces trois éléments qui finissent par faire système, hein, donc crise de la politique, crise des États et exigence de participation des individus. Et que mon point de vue, c'est que la question de la démocratie participative au sujet des territoires, j'insiste sur ce point, parce que moi je n'ai pas d'avis sur la question des entreprises, ce n'est pas du tout mon domaine et je n'ai pas réfléchi au sujet, peut-être que je penserai la même chose, mais en tout cas ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que je pense que cette démocratie participative dans les questions territoriales peut nous aider à apporter des éléments de réponse sur ces trois niveaux que je viens d'énoncer, sur lesquels se cristallise la crise démocratique. Peut-être que j'en ai oublié d'autres, mais en tout cas moi c'est ça que j'ai retenu. La première, je les reprends un par un, donc cette crise de la politique que je lis et que j'articule à la crise du mouvement ouvrier, donc à la reformulation d'une perspective, d'une espérance, de ce qu'on voudra dire. Je pense qu'espérance c'est un peu catho, mais bon. Je pense qu'elle elle intervient au moment de cette difficulté qui, quand elle est si présente, confine la politique à de la technique. C'est-à-dire que ce que vous avez dit tout à l'heure sur ce vide de sens et sur le fait que ça devienne des procédures, je pense que c'est parfaitement vrai, au-delà des procédures simplement de démocratie participative. On le voit d'une façon plus générale, la politique tend à devenir une technique. Or, ce que je crois, c'est que donc on est devant, évidemment, on va pas se trouver une solution à cette question ce soir, mais en tout cas, moi, je vois deux éléments clés qui, à mon avis, peuvent être affectés, recomposés autour de ces questions de démocratie participative dans les territoires. C'est une évolution de la conception stricte du social. C'est-à-dire que je crois qu'on souffre de ces séparations entre le social, le sociétal, je ne sais pas comment le dire, et le politique, et que je crois que cette stricte séparation est remise en cause dans les approches dans les territoires, par les matières qui sont entremêlées à l'intérieur des projets qui concernent les territoires, les villes et au-delà. Et deuxièmement, évidemment, cette question nous oblige aussi à repenser la question des lieux du pouvoir. C'est-à-dire que ça réintroduit un questionnement sur le rapport entre les différentes échelles du pouvoir. Alors, la question sur le social, ce que je pense, c'est que ça nous permet notamment de nous interroger sur le lieu où se construit l'égalité, qui me paraît être une des questions fondamentales pour la gauche, la construction de l'égalité réelle. Et je pose, c'est pas le lieu d'en discuter plus avant, mais à mon sens,
que la question dans les territoires et les questions urbaines, de métropolisation, etc., sont des questions centrales autour des questions d'émancipation et d'égalité réelle, et que donc mettre en débat ces questions-là est une manière d'introduire sur la place publique et dans le débat des questions que je ne crois pas secondaires, mais au contraire premières, et qui peuvent aider à reformuler un projet politique. La ville est un lieu où se construisent des alternatives quotidiennes, culturelles, politiques, et un lieu de politisation populaire, historique, qui se poursuit aujourd'hui. Bon, vous savez que, par exemple, le Parti communiste s'est fondé sur le double pied des luttes dans les entreprises au moment de l'industrialisation et de la conquête de dignité dans les villes autour par exemple, du mouvement des mal lotis en région parisienne. Et que je crois que c'est ce double mouvement qui a permis la participation de grandes masses populaires à la politique. Et aujourd'hui, ce que je vois, moi, c'est que, par exemple, dans les territoires sur lesquels j'interviens à propos de l'ANRU, il est tout à fait improbable que ces habitants participent au moindre débat organisé par la CNL, le Parti communiste, la France insoumise ou quiconque que ce soit sur les enjeux abstraits de la ville, du logement, etc. En revanche, quand il s'agit de leur quartier et des projets qui les concernent et dans lesquels ce qui est en cause, c'est la place du logement social, leur logement, mais d'une façon plus générale, l'avenir du logement social, là ils sont présents. C'est-à-dire qu'il y a une abstraction qui d'un seul coup va devenir très concrète et va faire l'objet de vraies confrontations dans ces lieux-là et dans ces moments de démocratie participative avec des habitants qui en aucun cas ne se seraient rendus à un débat comme ici ce soir entre nous. Je dis au passage à propos de cette articulation entre le local et le global que je pense à l'histoire du Parti communiste que je connais mieux et un tout petit peu celle de la CGT qui s'était construit également dans un rapport double avec les unions locales et les unions, les fédérations professionnelles. Et que finalement, l'ancrage territorial a complètement, s'est affaissé, voire disparu, et que avec cet affaissement, ce que la CGT, le mouvement syndical, a perdu, c'est sans doute un rapport plus global à la société et qui s'est restreint ce que j'appellerais un social classique. C'est-à-dire que la CGT, moi je me souviens encore que quand j'étais gamine au lycée, la CGT intervenait sur les questions de l'école. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent plus partie prenante des enjeux sur la fermeture des classes, sur une grève des lycéens dans leur ville, etc. C'est-à-dire que la CGT s'est repliée d'une certaine manière. Hein. Comprenez bien que je le dis avec beaucoup de tendresse et d'affection, mais néanmoins je constate que ça a réduit. Le local est aussi une manière d'intervenir de façon transversale sur le réel. Et que donc, pour le syndicat, cette coupure a beaucoup fragilisé, à mon avis, la richesse des positions du syndicat et d'une façon plus générale, les conséquences que ça a eu sur le débat politique à gauche. Donc, je pense que le retour au local est une manière, par exemple pour les syndicats, de réintégrer des dimensions qui sont sorties de son champ de vision au bénéfice d'une conception du social très étroite. La deuxième question dont je parlais, c'était la question de la crise des États. Et je voulais juste pointer, c'est pas du tout une réponse qui me satisfait, c'est-à-dire je la trouve pas totalement convaincante, mais je note qu'il y a un vrai mouvement qui s'est développé à l'échelle internationale qui prend le nom de municipalisme, ou en tout cas de convergence de grands réseaux de villes qui s'associent
pour peser sur les politiques internationales. Par exemple, vous savez, les villes américaines qui s'opposent à la politique de Trump concernant l'immigration. La maire de Paris a pris la tête d'un ensemble de grandes villes mondiales qui décident de défendre l'accord de Paris contre le réchauffement climatique, quelles que soient, je dirais même, les vicissitudes des États, de la politique de Trump, etc. C'est-à-dire on voit émerger des acteurs qui deviennent très puissants, les grandes métropoles deviennent des acteurs très puissants qui interviennent et qui interviennent à une échelle supranationale. C'est-à-dire qu'elles se coordonnent sur des fronts très divers. Il y en a plusieurs réseaux de villes qui se sont constitués et qui me semblent recouvrir un espace dont je disais tout à l'heure qu'il était aujourd'hui laissé en jachère parce que les États-nations n'ont pas tout à fait les outils, n'ont pas construit les lieux de leur action à cette échelle-là, et on le voit avec ce grand mouvement du point de vue ce grand mouvement de villes et de grandes métropoles sur des sujets transnationaux fondamentaux. Les droits des enfants aussi, je pense à ça, aux droits de l'homme et aux droits des enfants en particulier. Et enfin, le dernier point, c'est le nouvel âge de l'individuation. Et je crois que cette démocratie participative, elle permet à cette échelle de faire place à des projets, à des interventions, à des paroles, à des initiatives, et que des personnes se retrouvent pouvoir compter, intervenir, être entendues, et ça prend des formes extrêmement diverses. Alors, une fois que j'ai dit ça, je pense que ces exemples-là montrent, ce que j'ai voulu dire sur ces trois thèmes qui me paraissent être au cœur de la crise démocratique, et que la démocratie participative territoriale apporte des éléments de réponse. J'entends bien que les expériences de démocratie locale sont frappées par les limites de la crise politique, voire que parfois elles les amplifient. C'est-à-dire que ce que je constate aussi, c'est que la démocratie locale est parfois le faux-nez d'une absence de projet politique. C'est-à-dire quand on ne sait pas quoi dire, on donne la parole aux habitants. C'est-à-dire qu'on a une conception de la démocratie qui n'est pas de la confrontation de projets, on n'est pas dans un projet contre un projet où on discute, mais on donne la balle, on lance la balle aux habitants. Alors ça c'est, moi je trouve qu'on le voit, c'est pas simplement des pratiques institutionnelles. Par exemple, dans un an il y aura les élections municipales, de très nombreuses villistes vont se construire comme ça, c'est-à-dire à partir d'ateliers de démocratie participative avec les habitants, dans lesquels on va demander aux habitants d'imaginer le projet qui sera porté par la liste. Alors, je trouve que c'est ambivalent, voilà, c'est-à-dire que je trouve que c'est plutôt pas mal que les gens ne soient pas des porteurs de tracts de quelque chose qui s'est élaboré ailleurs, particulièrement d'un projet qui serait élaboré au national, comme c'était le cas auparavant. Et en même temps, ce que je trouve, c'est qu'on n'assume plus dans ces constructions politiques la fonction de confrontation, de débat, et alors ça prend des formes. Moi, j'ai eu un débat assez vif avec un maire communiste, qui m'est très sympathique au demeurant, mais qui avait choisi par exemple, de ne pas prendre un urbanisme, mais de prendre une agence de concertation pour construire le projet de son territoire. Et ça me paraissait, c'est pas parce que je suis urbaniste, mais c'est que je me disais, c'est que d'un coup, on n'assume plus de porter quelque chose, quitte à le faire évoluer, quitte à changer, quitte à revenir en arrière, quitte à intégrer, mais au moins expliquer le point de vue et argumenter sur qu'est-ce qu'on propose. Et ça, pour moi, ça c'est une des premiers dangers, je dirais, de cette évolution de la démocratie participative. La deuxième, qui est à mon avis la plus fréquente, c'est que c'est de l'enfumage. C'est-à-dire qu'en vérité, on amuse la galerie, on fait venir les gens, mais les projets, et comme je suis aussi derrière là dans la coulisse, je sais très bien ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'en vérité, je sais très bien qu'on raconte que ça se co-construit avec les habitants, mais que ça ne se co-construit pas avec les habitants. Alors,
donc c'est de l'enfumage, c'est éventuellement de la communication, c'est quand même une autre manière, puisqu'on ne peut plus simplement envoyer un tract pour dire aux habitants voilà ce que nous avons décidé, nous, les élus. On fait semblant de le faire avec eux et on fait de la communication. Voire on fait de l'animation ou de la fabrication du lien social, c'est-à-dire qu'on se dit ça va être sympa, on va mettre tout le monde faire un petit pot de l'amitié, machin bidule, enfin voilà. Il y a ces détournements, ces usages de la démocratie participative. Ceci étant, ce que moi je veux aussi dire, c'est que je pense que c'est très facile d'une certaine manière de s'en moquer. Quand je dis c'est de l'enfumage, par exemple, ce que je sais, c'est que les projets urbains sont des projets extrêmement complexes, qui répondent à de très nombreuses contraintes de tous ordres, du cadre juridique, de techniques, financières, beaucoup financières, et que pour moi, les seules expériences de démocratie participative que je trouve vraiment, vraiment concluantes, ce sont celles qui se sont inscrites dans le temps et dans lesquelles il y a une alliance entre la démocratie participative et l'éducation populaire. C'est-à-dire dans lequel on prend le temps de donner aux habitants les dessous des cartes. En particulier qu'on leur parle de l'argent. Parce que ce que je constate, c'est qu'en général, on ne parle pas d'argent aux habitants et que c'est pour ça que on leur raconte un conte de fées, quoi. Si on ne leur dit pas pourquoi les choses sont faites ainsi, on ne leur dit pas la vérité. Donc il faut parler d'argent et en même temps, il faut parler d'argent sans être soumis à cet argent. Donc il y a bien le jeu de la politique et puis la connaissance des règles du jeu et des écarts de comment on peut faire le judo avec ces enjeux d'argent. Et donc, de ce point de vue, j'ai fini. Donc, tu peux pas me donner ton papier, j'ai fini. C'est frustrant. Et cette continuité, je trouve que finalement, elle est jamais totalement parfaite, mais il y a quand même les conseils citoyens, d'une certaine manière, contribuent à cette continuité avec un certain nombre de gens qui vont s'installer dans un rapport à la construction du projet. Les conférences de consensus, je trouve ça extrêmement intéressant. Vous savez, les conférences de consensus où on prend une vingtaine de personnes et puis on leur donne des éléments de connaissance pour leur demander, leur poser une question à la fin. J'ai eu le plaisir d'être, alors là, comme citoyenne à une conférence de consensus, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment formidable. Les jurys avec des citoyens, c'est-à-dire qu'on maintenant on introduit dans les jurys, notamment les jurys d'architecture, des citoyens à qui on donne des formations pour devenir jury. Ça me paraît aussi une forme intéressante d'articuler, en fait, de prendre la mesure. Je pense que par ces exemples-là, on voit qu'il y a la volonté de donner des outils pour du savoir, de la compétence, de la capacité d'agir à des habitants, mais ça ne remplace pas la question politique qui reste l'essentiel, et donc d'être capable de porter un projet et d'aller dans de la confrontation. Et les enjeux locaux me paraissent un très bon endroit pour pouvoir élargir les citoyens qui sont associés à cette confrontation. Voilà.